Chers amis, bonjour. Bienvenue à l'espace Mendes France à Épinay-sur-Seine qui accueille cette année, donc du 11 novembre jusqu'au 21 novembre, l'exposition itinérante intitulée L'histoire de l'islam et des musulmans de France de 720 à 2021. Alors, dans cette exposition itinérante, co-construite avec des jeunes, j'ai conçu et piloté ce projet et on a travaillé pendant plus d'un an avec une dizaine de jeunes pour réaliser cette exposition que vous pouvez voir également. On a quelques panneaux derrière en arrière-plan. Et c'est vrai qu'il nous paraissait, vu la configuration de cette salle avec deux niveaux, d'organiser en marge des conférences, d'inviter des gens qui ont écrit sur cette histoire, sur une partie de cette histoire, en tout cas de les inviter à venir nous éclairer sur un domaine d'expertise qui nous permet d'aller encore un peu plus loin que les panneaux que l'on présente et que l'on présentera jusqu'au 21 novembre. Donc c'était très important pour nous. Donc hier nous avons invité le sociologue Eliamine Setoul pour un hommage aux soldats musulmans morts pour la France, voilà, pour commémorer le 11 novembre. Nous avons également invité le directeur général de la Fondation Islam de France avec une problématique: comment et pourquoi transmettre cette histoire de 13 siècles à la jeunesse de France. Et là, aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Thomas Sibyl. Merci. Bonjour à toi. Merci, bonjour. Tu es le bienvenu parmi nous et on te remercie de nous faire l'amitié d'être présent aujourd'hui pour parler de cette histoire-là. Et j'ai tenu à ce que tu sois présent à deux titres. Le premier, effectivement, c'est que tu es dans le monde de l'édition. Donc tu as une librairie qui s'appelle Al-Baïna et qui depuis quelques années fait un travail sur l'héritage. Et d'ailleurs je crois que tu as monté également une édition, les éditions Héritage, et tu mets en avant un certain nombre de gens qui du coup ont toute leur place et d'ailleurs ont leur place dans cette exposition. Donc je voulais t'inviter déjà à ce titre-là. Et un autre titre, c'est que tu es aussi auteur et que tu as publié un livre que j'ai lu et que j'ai vraiment pris du plaisir à lire, qui s'appelle La place de l'islam en France, entre fantasmes et réalité. De 1789 à 2021. Mais en vérité, on se rend compte qu'on aborde finalement ces 13 siècles d'histoire. Alors ce qui est intéressant aussi dans cet ouvrage-là, je le dis également à nos téléspectateurs, c'est que toi, tu as privilégié des entrées thématiques pour aborder cette histoire de 13 siècles. Et j'ai trouvé ça effectivement très intéressant et très complémentaire avec ce que l'on fait. Donc je suis très heureux de t'accueillir parmi nous. Et si tu le veux bien, on va essayer au cours de cet entretien, qui fait vraiment partie de notre exposition. Ce sont des supports vidéo qui vont accompagner cette exposition itinérante dans d'autres villes en France. Je voulais t'interroger, moi, puisque tu as une entrée thématique par rapport à ton ouvrage, je voulais moi aussi procéder de la même manière pour notre entretien d'aujourd'hui. Dire à la fois, peut-être, aborder sur ces 13 siècles d'histoire, dans un premier temps, l'image de l'islam en tant que religion, qui était très méconnue au départ et qui aujourd'hui crée beaucoup de polémiques, notamment en France. Les musulmans en tant qu'individus et en tant que communauté, voire même espace géopolitique. Et un troisième temps, si tu le veux bien, sur le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, et donc son image, comment elle a évolué. On a des très beaux travaux, notamment l'ouvrage de John Toland, qui a beaucoup étudié Mahomet l'Européen, donc l'histoire de ces représentations-là. Et je sais que dans ton livre, il y a des passages où tu abordes de cette question. Donc sans plus attendre, est-ce que tu peux peut-être revenir sur
peut-être l'image de l'islam au moment des conquêtes musulmanes, au moment de l'émirat de Narbonne, au moment de la bataille de Poitiers, et jusque peut-être la colonie musulmane dans le Fractinet, donc le sud-est, la Côte d'Azur actuelle en France. Alors en fait, avant d'aborder cette partie, je voulais expliquer un peu le contexte, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre. J'étais en fait amené à discuter avec des personnes, des concitoyens qui ne sont pas musulmans. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils considéraient que les musulmans avaient une présence en France très tardive et du coup qu'il n'y avait pas un apport ou des relations longues et fortes avec les musulmans. Et lorsque je leur ai parlé de la présence justement musulmane de 714 à 975, donc lorsque les musulmans ont traversé les Pyrénées pour s'installer en France, mais ils étaient étonnés que cette période soit si longue. Et ils pensaient que c'était vraiment des petites anecdotes de l'histoire, ou que c'était des villes par-ci, par-là, mais ils n'imaginaient pas que des grosses villes comme Avignon, comme Nîmes, comme la Gaule ou autres étaient donc des villes musulmanes dans lesquelles les musulmans vivaient avec les populations locales, et que ça a duré donc sur une si longue période, et que ça a apporté donc un bouleversement finalement en France, puisque ça a révolutionné la façon d'aborder la science, la façon d'aborder la médecine, etc. Et donc pour revenir un peu sur l'image, peut-être, excuse-moi, juste avant d'aborder l'image, puisque toi aussi tu as été confronté, comme moi, à une forme d'ignorance par rapport à cette histoire-là, et que du coup ça a été le moteur pour que tu puisses rédiger cet ouvrage qui à la base était sur 2 tomes, mais tu les as réunis en un seul. Déjà, quel type de public tu avais en face de toi? Quel type de public? C'est un musulman, un musulman. Et la deuxième question, c'est est-ce que ton histoire personnelle t'a peut-être mis dans une forme d'empathie par rapport à peut-être mieux accepter cette ignorance, et donc du coup d'essayer d'apporter ce qui manquait En fait, donc c'était lors de discussions avec donc, des juifs et des chrétiens dans le cadre de l'interreligieux. Et souvent, en fait, les musulmans qui étaient là, étaient donc d'origine marocaine ou algérienne, et pour eux donc leur histoire commençait à la venue de leurs parents, de leurs grands-parents en France. Et les juifs ou les chrétiens qui étaient là imaginaient également que l'histoire de la présence musulmane en France commençait à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que le fait de revenir en arrière, ça montrait déjà que finalement il y a une longue histoire entre la France et ses musulmans, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça permettait donc aux musulmans de se rendre compte que finalement il a toute sa place ici, puisqu'il n'est pas un débarqué qui vient qui est là depuis quelques semaines ou quelques années et qui doit justifier sa présence ici, mais il a apporté à la France et il continue de le faire. Et donc c'était en fait un moyen finalement de fédérer, de rapprocher les gens avec une histoire commune. Et en m'intéressant donc à cette partie de l'histoire, je me suis rendu compte que finalement il était encore plus riche que je l'imaginais, avec des relations très importantes. On pourra parler de celle de Haroun Rachid par exemple et de Charlemagne. On parle souvent que Charlemagne c'est lui qui a inventé l'école, ou bien du moins qui a diffusé, l'école à ce moment-là c'était plus les moines dans certains monastères qui avaient accès au savoir. Il a voulu que ce savoir se dispense, mais qu'est-ce qui a donné cette idée? Si ce n'est justement les relations qu'il avait avec Haroun Rachid, où il a découvert Baytul Hikma, donc des écoles dans le monde musulman dans lesquelles on traduisait les ouvrages, dans lesquelles les savants se réunissaient, discutaient sur des questions importantes, et il a donc voulu reproduire un peu un système similaire. Et finalement aujourd'hui on parle de Charlemagne qui a inventé l'école, mais on ne se rend pas compte de l'influence du monde musulman sur cela. Et plein d'autres anecdotes donc, qui ont eu lieu dans l'histoire donc, de la France et de ses musulmans, et tout ça c'est fédérateur, et ça permet finalement d'enlever un peu tous ces préjugés qu'on peut avoir, et de se rendre compte que les musulmans ont apporté quelque chose à la France, continuent d'apporter quelque chose à la France, et ne doivent pas être en permanence considérés comme l'autre. Donc le fait de connaître notre histoire, ça permet aux musulmans de s'émanciper un peu de l'image donc, qu'ils ont en permanence, et ça permet à nos concitoyens qui ne sont pas musulmans de se rendre compte, tiens, finalement les musulmans ont eu une civilisation qui est riche, qui a apporté à l'histoire de l'humanité, donc composons ensemble et arrêtons de en permanence alimenter des préjugés qui finalement n'ont pas vraiment lieu d'être quand on connaît réellement le contenu de notre histoire. Très bien. Mais écoute, si tu veux bien, on peut peut-être avancer et parler de cette image de l'islam au moment des premières conquêtes de l'islam. Est-ce qu'on connaît l'islam, sachant que l'islam est véhiculé dans une langue étrangère, la langue arabe, qu'on ne connaît pas forcément à cette époque-là. Comment est vu, comment est perçu, comment est vécu l'islam à ce moment-là?
Alors en fait, l'islam, au départ, c'est un peu un bouleversement. Les gens ne connaissent pas réellement l'islam. On a donc dans l'Espagne musulmane les Wisigoths qui sont arianistes, donc qui ont une doctrine. Enfin, ce sont des chrétiens, mais qui ont une doctrine où ils considèrent que Jésus est un prophète et qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Et lorsque les musulmans arrivent et qu'ils découvrent petit à petit que sur ces points de dogme, finalement, ils sont quasiment sur la même longueur d'onde, ils finissent par embrasser l'islam. Donc ça crée des premières relations. Ensuite, les Juifs qui découvrent donc les musulmans qui arrivent qui arrivent en Espagne, les découvrent d'une population qui est tolérante, qui ne cherche pas à les mettre de côté, qui ne cherche pas à les oppresser, qui les laisse libres dans leur pratique religieuse. Du coup, ils acceptent assez favorablement donc leur présence. Au niveau donc des chrétiens, on va dire trinitaires, ils sont un petit peu, ils sont en même temps impressionnés par ces gens qui ont tant de force, de vigueur et qui arrivent en fait d'un désert et qui en peu de temps se répandent à travers le monde. Et donc il y a beaucoup de fantasmes qui naissent à ce sujet. Et par la suite, donc l'image des musulmans va être souvent instrumentalisée. Donc par exemple au moment des croisades, pour justifier les croisades, on va les présenter comme des adorateurs d'idoles qui divinisent leurs prophètes, etc. Par la suite, quand on arrivera donc au moment des Lumières ou bien un petit peu avant entre le conflit entre les protestants et les catholiques, on montrera au contraire la tolérance de l'islam pour pouvoir cibler un peu plus du doigt les catholiques. Au moment des Lumières, on montrera donc justement l'islam comme une religion éveillée qui fait appel à la raison, qui fait appel à la science, toujours dans le but de on va dire décrédibiliser le catholicisme. Donc l'image de l'islam, elle a été en fait différente en fonction des intérêts des groupes politiques en place ou des situations politiques. Mais finalement, on a rarement eu une image réelle de ce qu'était l'islam. Par contre, le fait qu'on ait beaucoup parlé de l'islam, ça a fait que des personnalités importantes se sont intéressées à l'islam, ont découvert qu'est-ce que l'islam et ont été émerveillées par cette religion. On peut citer par exemple Victor Hugo, qui est en permanence étudié à l'école, mais qui connaît son poème L'an 9 de l'Hégire par exemple. Qui est un poème exceptionnel. Qui est un poème exceptionnel. Voilà. Donc on voit que l'islam a toujours intrigué, a toujours été utilisé, et les personnes qui ont dépassé donc le champ des préjugés, le champ de l'instrumentalisation, ont découvert une religion profonde et s'en sont finalement inspirées. Alors on va aborder toutes les étapes que tu as présentées. Il y a une question qu'on peut facilement se poser, c'est-à-dire qu'au moment où le prophète de l'islam transmet le message de l'islam aux premiers musulmans, il y a l'idée, en tout cas sur le plan théologique, il y a quand même l'idée que les livres précédents, les livres qui ont transmis le message divin, que soit la Torah et la Bible, sont une condition pour dire que l'on a la foi en l'islam. Et c'est vrai que l'islam, dès sa naissance, assume une continuité, un héritage monothéiste. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand entre la mort du prophète de l'islam et la bataille de Poitiers, il y a 100 ans, comment se fait-il, ou comment tu expliques que, parce qu'on a le droit de se poser la question, de se dire, mais comment se fait-il que les Francs, qui étaient catholiques, n'aient pas su considérer tout de suite l'islam comme une religion monothéiste? Franchement, je ne saurais pas te répondre. Non, franchement, je ne saurais pas. Bien. Mais peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. En fait, moi en tout cas de titre personnel, je me suis toujours posé cette question. C'est en tout cas parce que, et c'est vrai qu'en fait le décalage de voir effectivement qu'on ne reconnaît pas forcément comme une religion monothéiste, mais de l'autre côté, par contre en revanche, on considère l'islam comme une religion polythéiste. C'est-à-dire que le préjugé prend très vite le pas sur la réalité, et ça peut se comprendre pour des politiques. En revanche, pour peut-être des dignitaires religieux, c'est un peu surprenant de peut-être pas avoir tout de suite vu les liens qu'ils pouvaient avoir. En fait, ma question elle était plus de cet ordre-là. Je pense qu'il y a la position théologique donc, de certains justement des chrétiens qui considèrent qu'il n'y aura plus de prophètes après Jésus. Donc du coup, tout prophète qui viendra après lui est considéré comme faux prophète, et donc il y a un refus dès le départ, sans même interroger les sources islamiques ou bien même les sources chrétiennes, pour voir s'il y a la possibilité que ce soit réellement un prophète, s'il peut correspondre à la description qu'il en est faite dans les évangiles, etc. Donc il y a tout de suite une barrière théologique, que ceux qui ont poussé plus loin la réflexion et qui se sont plongés donc dans le Coran ont découvert
que finalement, il était bel et bien annoncé dans l'Évangile, à travers donc l'annonce du Paraclète dans l'Évangile de Jean, par exemple. Et donc certains ont dépassé, on va dire, le dogme fermé ou l'approche théologique qu'ils pouvaient avoir. Oui, c'est intéressant l'idée de considérer Jésus, enfin que les chrétiens considèrent Jésus comme le dernier des prophètes. Mais on se rend compte que quelques siècles après la venue des musulmans et des conquêtes, à l'approche de l'an 1000, l'islam est considéré aussi comme une religion de l'antéchrist, une religion du diable, hérétique. Comment tu expliques un petit peu cette évolution? Alors en fait, cette évolution, elle est surtout liée au... Cette évolution est surtout liée au fait des croisades, puisqu'il fallait justifier donc le fait de faire les croisades et mobiliser les gens. Il fallait donc présenter l'islam d'une manière archaïque, d'une manière dangereuse. Il fallait présenter le prophète comme un antéchrist. Il fallait présenter les musulmans comme des adorateurs de ce prophète, de façon à ce que justement on ne puisse pas reconnaître dans ce message-là le monothéisme, une révélation divine, mais que ce soit vraiment un ennemi dépeint de la pire des manières, à savoir l'adoration de Mohammed comme idole et tout ce qu'il peut y avoir autour comme préjugé négatif. Donc c'était au départ vraiment une instrumentalisation purement politique pour mobiliser les troupes afin de se diriger vers Jérusalem. Contre un ennemi commun, voilà, en vue de les mobiliser par rapport à un lieu symbolique que représentait Jérusalem à cette époque-là. Alors là, effectivement, au début, donc, on a dit une méconnaissance totale de ce que c'est que réellement l'islam. On voit des musulmans en conquête, on voit une communauté ennemie, mais on ne connaît pas encore trop le contenu de l'islam. Et après, à partir de l'an 1000, on commence à y mettre un petit peu de contenu. On voit un contenu extrêmement négatif qui dévalorise, discrédite l'islam en tant que religion et ne lui donne pas de place dans la famille du monothéisme. Pourtant, les croisades, même s'il y a eu effectivement 8 croisades, et que ça a été des conquêtes, ça a été sanglant, ça reste, par rapport à la connaissance de l'islam, paradoxalement, un moment intéressant. Parce que justement, lorsqu'il y a eu les croisades, finalement, les chrétiens se sont retrouvés à Jérusalem, ont côtoyé les musulmans, ont découvert que ce qu'on leur avait prétendu à leur sujet était totalement faux, que finalement ils étaient vraiment monothéistes, qu'en plus c'était des gens qui avaient des dévotions importantes, et donc ça a changé un petit peu l'image de ceux qui étaient sur place. Et la façon dont, par exemple, Saladin a réagi lorsqu'il a reconquéri Jérusalem avec la douceur, la miséricorde qu'il a eue, où il a laissé finalement partir ses ennemis qui avaient, quelques années auparavant, massacré tout le monde, fait un bain de sang dans la ville, tout ça, ça contraste avec les préjugés de départ. Et ça fait même qu'on a eu des cas de conversion assez incroyables, de soldats qui se sont convertis, qui ont rejoint l'armée de Saladin, parce qu'ils ont découvert que finalement, les musulmans n'étaient pas tels qu'on les avait décrits avant qu'ils partent. Très bien, je crois que aussi cette période-là, fin du XIe, dès que dans ce début de Reconquista où les Espagnols, soutenus par les Francs, récupèrent la ville de Tolède, on met la main sur un trésor, des trésors littéraires. On parle de 400 000 ouvrages, la plus grande bibliothèque sans doute de l'Europe à ce moment-là. On voit aussi que sur le terrain, ça permet de déconstruire un certain nombre de préjugés, mais que dans les bibliothèques, on est dans un contexte d'apologétique chrétienne très fort, avec des traductions d'abord en latin, et pas forcément pour le plaisir de découvrir une religion. Je crois que c'est aussi une manière de réfuter l'islam. Ouais. Donc, peut-être un mot sur ces traductions qui ont peut-être un objectif idéologique. En fait, comme toute construction d'un ennemi, il y a la construction politique, mais elle est appuyée du religieux, où il faut donc justifier religieusement que ces personnes-là sont la figure de l'antéchrist, sont les faux prophètes annoncés par Jésus. Et du coup, on a une falsification des traductions, on a des orientations théologiques de manière à concentrer l'effort politique qui était en place et que la population finisse finalement par accepter ce qui lui est vendu comme fausse information sur l'islam. Très bien. Alors, il y a cette période-là aussi où, sur le plan sans doute civilisationnel, fin du XIe jusqu'au XIIIe, il y a aussi beaucoup de traductions d'ouvrages philosophiques, scientifiques, qui passent de la langue arabe au latin. Donc c'est intéressant de voir toutes ces nuances. Exactement. C'est des sentiments très ambivalents. Ouais. Et je pense que voilà,
fait, on fait face aussi bien à une fascination pour l'islam et pour le monde musulman et pour les connaissances qui ont été développées en terre d'islam, et à une volonté de diaboliser les musulmans. Et à ce moment-là, donc il y a des chaires de langue arabe qui s'ouvrent en France, dans différentes universités. On demande justement aux moines d'apprendre la langue arabe afin de pouvoir récupérer donc tout ce patrimoine qui a été récupéré en l'occurrence à Tolède, le traduire et donner accès finalement à la France, à tout ce savoir, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau de la science, au niveau de la philosophie. Et c'est ça qui donne une certaine impulsion à la connaissance, tout en refusant que ce savoir puisse être à l'origine développé chez les musulmans. Mais par contre, ils le reconnaissent indirectement puisqu'ils sont obligés d'apprendre la langue arabe pour y avoir accès. Donc il y a un sentiment en fait ambivalent entre fascination et rejet, haine, diabolisation. Oui, il y a quelque chose de l'ordre d'attraction, répulsion voilà, qui se joue en permanence. Et d'ailleurs, beaucoup d'auteurs catholiques de l'époque disent: est-ce que Dieu préférerait les musulmans ? Parce qu'ils se rendent compte, en fait, ils ont une réflexion. Comment se fait-il qu'ils arrivent à conquérir le monde, ils arrivent à s'imposer sans réelle violence, ils arrivent à rester, à avoir la population qui sont acquis à leur cause, ils arrivent à développer la science, ils arrivent à avoir des victoires lors des croisades assez impressionnantes. Et du coup, il y a un questionnement. Alors certains y répondent en disant: c'est à cause de l'éloignement des catholiques de leur religion, et donc Dieu les punit par l'intermédiaire des musulmans. Mais malgré ça, certains autres se remettent en question et finissent par être fascinés par l'islam et se rapprocher de l'islam. Donc il y a vraiment ce sentiment ambivalent à l'époque lié à cette fascination et cette diabolisation à côté. Il y a toute une gamme de réactions par rapport à l'islam en tant que religion, mais c'est intéressant de voir qu'il y avait des questionnements par rapport à l'éloignement. Je crois que quand il y a une crise, à un moment donné, on revient toujours sur le passé, on se dit mais dans notre histoire, à quel moment, à un moment donné, on s'est égaré de la voie ou de la norme, etc., etc. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant de regarder au-delà de l'image donc que l'islam a pu avoir, c'est qu'en fait, il y a quand même toujours des relations qui étaient fortes entre l'islam et les musulmans. Ça veut dire, certes, il y a eu la présence donc pendant plusieurs siècles des musulmans installés dans certaines zones géographiques en France, mais également en Espagne, au Portugal, dans le sud de l'Italie. Mais également, il y a des relations qui sont nées par la suite avec donc Haroun al-Rachid et Charlemagne, où ils s'envoient donc mutuellement des ambassades. Haroun al-Rachid qui offre un éléphant qui s'appelle Abul Abbas, qui fait qu'en fait tout le monde est fasciné parce qu'il n'avait jamais vu d'éléphant. Il envoie une horloge qui sonne à chaque heure. Lorsqu'elle tombe en panne, personne ne sait la réparer. Donc ça montre comment les musulmans étaient en avance dans la technologie. Il envoie un petit Coran pour représenter justement l'islam avec un traducteur. Ce Coran est d'ailleurs toujours conservé à la Bibliothèque nationale. Donc à ce moment-là aussi, Haroun al-Rachid il donne à Charlemagne la gestion donc, du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il lui confie aussi la protection des chrétiens d'Orient. Il autorise les voyages pour aller faire le pèlerinage. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si la France s'intéresse à la question des chrétiens d'Orient et fait vraiment attention à ça, c'est lié à cette alliance qu'il y a eu entre Haroun al-Rachid et Charlemagne. Et puis par la suite, donc il y a bien sûr François Ier. Quelque part poursuivi aussi par Soliman le Magnifique. Voilà, quand on voit par exemple François Ier qui se retrouve dans une crise politique importante où il a que des ennemis autour de lui et qui fait qu'une fois qu'il est prisonnier par Charles Quint, il se tourne vers Soliman le Magnifique. Soliman le Magnifique qui arrive à le faire libérer. Ils font un traité donc de capitation, pas dans le sens capituler, mais dans le sens de récapituler, dans lequel l'Empire ottoman s'engage à aider la France lorsqu'elle est attaquée. Traité qui a été le plus long de l'histoire de France, puisqu'il a duré jusqu'à la chute de l'Empire ottoman. Également, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement Soliman le Magnifique envoie 30 000 hommes à Toulon pour secourir donc François Ier, il libère Nice, il protège donc la France des attaques de Charles Quint. On peut se dire que sans cette alliance-là, peut-être la France aujourd'hui n'existerait plus, et ça serait une province de l'Espagne ou autre. Donc on voit que l'histoire avec les musulmans, c'est pas juste de la diabolisation ou de la fascination, mais c'est aussi des choses concrètes. Quand les musulmans, donc quand Barberousse et ses hommes sont venus à Toulon, ils sont pas venus en envahisseurs, mais ils sont venus en amis. Et ils ont donc permis à la France de se protéger donc des invasions extérieures. Et donc on voit en fait qu'il y a eu toujours au long de l'histoire des relations qui ont été fortes. Par exemple, quand en 1492, donc la chute de Grenade, que les musulmans sont autorisés à rester, qu'on leur garantit la protection de leur religion, finalement quelques années après, avec la Reconquista, ils ont le choix entre le bateau ou le baptême. Beaucoup choisissent donc le bateau, c'est-à-dire de fuir pour aller vers le Maghreb, mais comme beaucoup d'entre eux sont noyés en Méditerranée, on ne les laisse pas finalement accéder, on les tue. Ils demandent à Henri IV, qui était protestant, donc
beaucoup plus tolérants, s'ils peuvent s'installer en France ou bien passer par la France pour rejoindre le Maghreb. Il autorise un certain nombre d'entre eux, donc 150 000, à s'installer en France. Ils apportent leur savoir-faire, donc la poterie, la céramique, etc. Donc on voit qu'en fait, tout au long de l'histoire, il y a eu au-delà donc de l'image qu'on voulait donner, il y a eu des véritables relations fortes, constructives et durables. Et ensuite, après cet événement-là, il y a eu, donc lié on va dire aux expéditions coloniales cette fois-ci, pareil, des relations assez fortes, parce que quand Bonaparte fait l'expédition d'Égypte et qu'il arrive en Égypte, il y a son général, donc le général Jacques Menou, qui finit par se convertir, qui se fait appeler Abdallah, qui se marie avec la fille d'un dignitaire du Caire qui s'appelle Zulikha, sera la première femme qui sera enterrée au cimetière du Père-Lachaise en France, donc la première femme musulmane qui est enterrée en France. Lorsque la France quitte l'Égypte, et il y a des Mamelouks donc, qui les suivent, qui s'installent à Marseille, qui créent un village, donc le village égyptien, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la place de la Castellane, oui, où ils résident sur place, ils ont leur lieu de prière, ils font leurs abattages rituels, ils ont ils pratiquent les rites pour sacrifier la nourriture, etc. Ils accompagnent Napoléon en Espagne. Ils accompagnent Napoléon en Espagne. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que malgré donc, tout le climat de défiance qu'il peut y avoir tout au long de l'histoire envers les musulmans, les archives de la marine rapportent que dans chaque grande ville, il y a une salle de prière qui est pour les musulmans qui sont de passage, donc soit les voyageurs, soit les délégations. Le professeur Hamidullah, il rapporte également que dans les archives, il a trouvé qu'il y avait une salle de prière au château de Versailles pour les délégations marocaines ou les délégations ottomanes. Donc malgré tout ce qu'il y a pu avoir dans l'histoire, il y a quand même une relation qui a toujours été assez forte, avec des faits marquants, comme ces salles de prière, comme ces visites régulières. Il y a même le sultan Ismaïl qui avait demandé la fille de Louis XIV en mariage, la princesse de Conti. Voilà, donc on voit que c'est pas juste théorique, on est fasciné ou on diabolise. Il y a des relations concrètes sur le terrain qui existent tout au long de l'histoire en fait. Oui. Et ça, ces relations sont très peu connues, aussi bien par les musulmans que par nos concitoyens qui ne sont pas musulmans, alors que les mettre en avant justement, ça permet de créer des liens beaucoup plus forts, des moments de rencontre, de discussion autour d'une histoire commune. On va revenir effectivement le pourquoi pourquoi cette histoire n'est pas assez mise en avant, pourquoi tout ce que tu viens d'évoquer et toutes ces réalités que tu transmets sous forme d'anecdotes, mais qui sont toutes croustillantes les unes que les autres. Comment se fait-il qu'on ne les transmet pas suffisamment parce qu'on se rend compte effectivement qu'elles apaisent tout le monde, chaque citoyen. Et peut-être continuer en fait sur cette image de l'islam. Tu le rappelais tout à l'heure, en fait à chaque période il y a un rapport à l'islam. Mais même ce rapport à l'islam, en fait, il y a toujours, si on prend la période médiévale ou la période moderne ou contemporaine, on a toujours à la fois des choses négatives, des conflits, des oppositions très fortes, et en même temps des rencontres, des dialogues, des échanges extrêmement intéressants, extrêmement humains au final. Donc pour qu'on avance peut-être, puisque tu as parlé de la période moderne, je crois qu'il y a peut-être aussi à un moment donné, puisqu'on a parlé d'une période où on a un monde musulman et un monde occidental, les équilibres des forces, il y a un équilibre des forces. Il y a Charles Quint d'un côté, Soleiman le Magnifique de l'autre, l'Empire ottoman, donc on est au niveau de la Méditerranée dans un équilibre des forces, mais on va avoir progressivement aussi une Europe qui va faire sa révolution industrielle, qui va s'enrichir par le commerce triangulaire, là où les musulmans vont être quand même assez absents, et donc ça va changer aussi les rapports de force dans la Méditerranée. Et qui dit les rapports de force, en quoi ça va, au moment où l'Europe commence à devenir sûre d'elle-même, accède à une forme d'apogée, en quoi le rapport de l'Europe va-t-il évoluer sur la question de l'islam en tant que religion ? Alors en fait, à ce moment-là, en fait, l'islam est vu comme étant la religion en décadence, la religion du faible. Donc du coup, on va encore appuyer sur cette construction de l'autre qui aurait une religion finalement qui l'empêche d'avancer. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au moment des Lumières, on présente l'islam comme une religion ouverte face aux catholiques qui seraient justement intolérants. Plus tard, on les présente comme une religion fermée
face justement à la civilisation européenne qui serait ouverte, etc., qui serait favorable au développement, etc. Et on accuse donc l'islam des maux de fanatisme, de fatalisme, etc., et donc de décadence. Donc en fait, en permanence, c'est par rapport à ce qu'on est nous et ce qu'on a besoin de ce que l'autre soit qu'on le décrit par rapport à nos besoins, et jamais par rapport à ce que... tu dis, c'est que l'arrière-plan idéologique nous permet de comprendre comment on considère à telle période l'islam, voilà, et pourquoi ça change quelques temps plus tard. Exactement, parce qu'en fait, tout au long de l'histoire donc des relations entre la France et l'islam, on voit qu'il y a une construction idéologique qui est faite par rapport aux besoins en fait du moment. Et parce qu'un coup l'islam c'est la religion du fatalisme, un coup l'islam c'est la religion de la tolérance. Donc en fait, c'est finalement par rapport à ce on va utiliser ça par rapport à ce qu'on a besoin. Et on peut donner un autre exemple, lorsque justement qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, et donc l'Empire ottoman a voulu mobiliser les musulmans pour déclarer le djihad contre la France et ses alliés. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France a fait construire une mosquée, donc en 1916, au bois de Vincennes, pour montrer non, nous on défend les musulmans. Elle, qui empêchait donc les musulmans d'aller faire le pèlerinage, s'est mise à organiser le pèlerinage et a déclaré que le djihad qui fait entrer au paradis, c'est le djihad contre l'Allemagne, pas celui contre la France. Donc a commencé en fait à instrumentaliser la question donc du djihad de façon à se présenter comme une nation musulmane. Et aujourd'hui, on voit que, avec les questions de radicalisme, etc., c'est totalement l'inverse qui est en train de se jouer. Donc, on voit que finalement, les musulmans, à chaque fois, ils sont pris au piège dans des situations qui les dépassent, et on instrumentalise leur religion et les conceptions religieuses selon les intérêts. Ouais. Mais toutes les personnes qui font l'effort d'aller au-delà et de rentrer donc dans les détails de qu'est-ce que l'islam, qui sont les musulmans, se rendent compte finalement de la grandeur de l'islam, de la bonté des musulmans, que finalement tout ça c'est un jeu. Un jeu, on va dire, politique. Et on peut donc donner des exemples de personnes qui ont découvert quel était réellement l'islam en passant outre ces propagandes, avec Philippe Grenier, qui fut le premier député musulman, ou bien Valentine de Saint-Pont, la nièce de Lamartine, qui était donc une danseuse féministe, etc., qui ensuite s'est convertie à l'islam, est partie vivre en Égypte, et au moment de sa mort, elle a dit « J'ai enfin réalisé le vœu de mon oncle », donc en parlant d'Alphonse de Lamartine, qui avait été fasciné par l'Orient, en devenant musulmane et en mourant en Orient. C'est vrai qu'au XIXe siècle, on a quand même des personnalités très intéressantes qui se convertissent à l'islam. On pense à Ismaël Urbain, Aurélie Picard, Isabelle Ebert-Hart. Exact. Alors qu'à la base, il n'y a pas forcément de musulmans autour d'eux. Est-ce que ça, c'est... Parce que tu parlais à un moment donné de l'islam comme éventuellement... il y a toute une idée qui accompagne l'entreprise coloniale, c'est de considérer que l'islam est le responsable du retard civilisationnel des musulmans. Ça va avec en fait la politique coloniale qui est de dire que nous on vient apporter la civilisation. Donc pour montrer qu'on vient apporter la civilisation, il faut aussi qu'en face, l'outil religieux et intellectuel qu'il y a, de le déconsidérer pour dire voilà ce qui vous a empêché d'avoir la civilisation et voilà avec quoi vous pourrez obtenir justement la civilisation. Donc forcément, il faut contrebalancer en mettant en avant donc, toute cette doctrine héritée des Lumières et en rabaissant donc, toute cette doctrine qui pourrait empêcher tout ce qui est lié à la colonisation, etc. Et ça me fait penser ce que tu dis à, tu sais, le rapport très ambivalent que la France peut avoir aussi avec l'islam au XIXe siècle, avec d'un côté une idéologie coloniale froide, déshumanisante, qui commence même d'ailleurs à hiérarchiser les cultures, les religions, les civilisations, les peuples, et de l'autre côté le développement d'un orientalisme romantique qui peut-être espère peut-être renouer avec l'Orient berceau quand même de la figure de Jésus. Donc il y a comme un espèce de un retour romantique, romancé à un Orient aussi fantasmé. Donc comment t'expliques? Donc en fait on voit que finalement dans toutes les périodes de l'histoire, on a cette fascination pour l'islam l'islam est fascinant, donc forcément on a cette fascination pour l'islam, et à côté de ça on a toujours cette diabolisation, et on a toujours un sentiment ambivalent qui est entre les deux, en fait entre les positions politiques, donc les nécessités politiques, et les conceptions de personnes qui réfléchissent, qui cherchent à comprendre, et qui finalement ne sont
pas pris totalement dans la dimension politique, mais qui arrive à réfléchir au-delà. Et pour parler, par exemple, de Thomas Urbain, son histoire, elle est assez révélatrice, puisque lui, il est né d'un père qui était blanc, d'une mère qui était noire, en Guyane, et il a eu donc une éducation sur place où il était confronté entre deux mondes. Quand son père est revenu à la métropole, il l'a ramené avec lui pour qu'il fasse ses études, mais sans le présenter contre son fils, parce que c'était comme étant son fils, parce que c'était honteux d'avoir en fait un noir dans sa famille. Donc voilà, un mulâtre. Donc il a subi un peu le racisme. Il n'était pas à l'aise. Il a décidé de retourner auprès de sa mère en Guyane, mais du coup, comme il n'était pas réellement noir, il trouvait pas non plus sa place. Alors il s'est cherché en fait comme ça. Et c'est lorsqu'il est arrivé en Égypte dans le cours de ses voyages qu'il a rencontré une femme éthiopienne qui était musulmane, qui priait. Et donc il a découvert l'islam. Il s'est rendu compte que dans l'islam il n'y a pas d'opposition entre le noir et le blanc, que tout le monde est égaux devant Dieu, etc. Il a découvert un esprit de tolérance qui fait que justement il a embrassé l'islam et il s'est senti enfin libre. Et finalement tous ces préjugés qu'il pouvait avoir ont disparu par la découverte de l'islam en tant que tel, et non pas de la manière dont il était présenté par les politiques ou par les penseurs, etc. Et ça, c'est une expérience que beaucoup de personnes finalement ont, même encore aujourd'hui, où on peut présenter l'islam comme la religion de l'autre, ou présenter l'islam avec certains préjugés, et finalement quand on fait l'effort intellectuel de dépasser ces préjugés, de regarder qu'est-ce que l'islam, qui sont ces musulmans, sans avoir envie de se convertir, ou pas de manière apologétique, vraiment de manière neutre, on découvre en fait totalement autre chose que ce qu'on nous présente. Et c'est pour ça que tout au long de l'histoire, on se rend compte de ces bouleversements dans la vie de certaines personnes, comme celles qu'on a citées comme Philippe Grenier et autres, et même bien avant avec à l'époque des Lumières ou autres. Tu as rappelé effectivement au XXe siècle qu'il y a eu un appel au djihad qui a été lancé par le calife ottoman, pour justement mobiliser les sujets français de l'empire colonial, de l'empire colonial. Et il y avait aussi, on en parlait un petit peu hier avec Elimine Setoun, un espèce de procès en loyauté, comme si finalement les musulmans n'allaient pas naître. Puis en fait, on voit que pendant les 2 conflits mondiaux, la conscription est obligatoire, mais sur le champ de bataille, les soldats musulmans sont exemplaires. Et aucun, ou en tout cas très peu, n'ont accepté la propagande allemande. Ils sont tous restés fidèles à la France et ils ont participé sur le champ de bataille à la France. Et ce qui est marrant, dans les archives militaires à Vincennes, on peut trouver que lorsqu'ils sont transportés donc sur le champ de bataille, eh bien, de gare en gare, on les appelle « Oh, vous les enfants des Koraïch »,« Oh, vous les soldats arabes intrépides », etc. Donc on les valorise, alors que de la même manière, quelques années auparavant, on les dévalorisait, on disait que votre religion, c'est ça qui est la cause de votre décadence, et aujourd'hui, c'est votre religion qui va être votre force pour combattre à nos côtés. Donc toujours en fait à chaque fois ce sentiment ambivalent, cette manière d'utiliser les avantages ou les inconvénients selon la situation. Alors, toujours dans ce sens-là, mais comment t'expliques qu'en France, dès la fin du 19e siècle, on met en place, au sein de l'armée, une politique musulmane. On a des soldats musulmans engagés dans les armées d'Afrique qui meurent, donc il faut organiser leurs funérailles, les linceuls, comment on oriente les sépultures, le modèle même de sépulture. Il y a vraiment une vraie réflexion, pour le coup, nous qui vivons en 2021, très avant-gardiste. Et en même temps, au moment où cette politique musulmane, on la met en place, par rapport à la question de la laïcité, on voit qu'on touche à des limites, en fait, à l'universalisme même de la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité s'applique dans le territoire national français, mais elle ne s'applique pas dans les 3 départements français d'Algérie. Et donc, comment encore une fois, expliquer vraiment, quand on voit la politique musulmane de la France, il n'y a aucune question qui est taboue, on aborde, on trouve des solutions, on est pragmatique. Et de l'autre côté, au moment où pendant la Troisième République, on valorise l'universalisme de nos valeurs, hérité des Lumières, hérité de la Révolution. Et comment se fait-il que ce principe de la laïcité s'arrête au port de Marseille ? En fait, on voit que les valeurs universelles des Lumières, justement, elles sont universelles.
et l'islam est également universel. C'est comme si en fait dans l'esprit donc de ces penseurs, c'est comme s'il y a une espèce de concurrence entre l'islam et les valeurs universelles des Lumières. Et du coup, si on accepte de donner à l'islam les mêmes avantages donc les autres églises, donc que les catholiques ou autres, ben finalement ce côté universel il va se développer, ils vont être une marge de manœuvre qui va être beaucoup plus grande. Et on voit en fait dans la politique avec par exemple l'islam en Algérie par exemple, on voit qu'il y a une volonté de conserver la mainmise sur le culte en choisissant donc les responsables, en fait on essaie de copier le modèle catholique en essayant de créer un clergé, et la laïcité est un cadre qui permet une expansion et une facilité donc pour les musulmans qui est trop grande pour cette période-là. Donc du coup on accepte en France la laïcité, mais qu'on refuse en Algérie, de manière à pouvoir toujours garder le contrôle sur le culte musulman et sur les imams, etc. Alors on voit que ce sacrifice des soldats musulmans morts pour la France va déboucher sur des revendications politiques, citoyennes, et donc amener aussi à des luttes pour l'émancipation, lutte contre la décolonisation. Et on voit que finalement, tout ce passage-là, qui va être un petit peu tout ce mouvement de décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la guerre d'Algérie, on a l'impression que ça va occulter tout cet héritage et ce sacrifice des soldats musulmans. Et aujourd'hui, comment se fait-il que ça cristallise encore des rancœurs par rapport à ce qui s'est passé? Pourquoi cette guerre d'Algérie encore, quelque part, nous hante encore et nous empêche finalement de tourner la page? Je pense que déjà, déjà il y a une chose, c'est que normalement le musulman il doit pardonner et il doit apprendre à passer au-dessus des choses, et il doit se rappeler que son ennemi d'hier peut devenir son ami aujourd'hui. Donc déjà, il faut que nous on soit dans une démarche positive. Oui. Et le problème c'est qu'on est pour ces questions-là, c'est bien souvent instrumentalisé d'un côté comme de l'autre par des gens qui ont des ambitions politiques derrière. Maintenant, effectivement, si cette histoire était enseignée telle qu'elle est, et qu'il y avait des véritables discussions et des reconnaissances de ce qui a pu se passer, ça faciliterait le fait de passer au-delà. Mais étant donné que c'est cristallisé par des enjeux politiques, je pense que il y a des avantages d'un côté ou de l'autre que ça continue comme ça. Effectivement, on peut avoir du mal en France à aborder ces 132 ans de colonisation qui ont été très durs, qui ont bouleversé l'histoire même de l'Algérie. On peut voir également aussi que et pour faire le lien avec cette histoire que nous abordons aujourd'hui, que par exemple il y avait aussi des conflits au sein des indépendantistes algériens entre d'un côté le FLN, le MNA, le FLN le Front de Libération Nationale, le MNA le Mouvement de Libération Nationale de Messali Hadj, et on voit qu'il y a eu même des conflits ici. Donc la France a quand même été un théâtre également important de la guerre d'Algérie, avec d'un côté des luttes fratricides, et de l'autre côté aussi des massacres comme lors du 17 octobre 61. Comment aujourd'hui on pourrait faire pour aborder ces mémoires de manière plus apaisée? Déjà, le fait d'aborder ces mémoires plus apaisées, il suffit déjà de le mettre dans le programme scolaire, d'en parler et de ne pas le laisser donc comme un sujet de politique, mais que ce soit accessible, on va dire, à tous, et qu'on puisse voir réellement comment ces choses-là se sont passées. Mais encore une fois, au-delà de tout ça, par exemple, lorsque, à la fin de la Première Guerre, le ministère des Armées a commandé à Étienne Dinet, par exemple, d'écrire une biographie sur le prophète alayhi salam, de façon à récompenser, on va dire, ces soldats qui étaient morts sur le champ de bataille. Et tous ces éléments en fait là d'histoire à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire la mosquée de Paris qui a été construite un peu dans cet objectif-là, cette biographie du prophète financée par le ministère des Armées, qui a été faite à ce moment-là. Tout ça, ça montre qu'il y a des possibilités de s'arrêter sur des éléments positifs, pour ne pas en permanence alimenter en fait le conflit en ramenant donc des éléments négatifs qui forcément crispent les gens et augmentent les tensions. Mais il y a des événements qu'on peut utiliser de manière à aborder la chose de manière beaucoup plus apaisée et que chacun de son côté puisse faire un pas vers l'autre. La France peut remercier les soldats pour l'effort de guerre et montrer les démarches qu'elle a pu faire à l'époque et reconnaître qu'elle a fait des erreurs, que la colonisation était une erreur, qu'elle reconnaisse donc les crimes qu'elle a commis, etc., qui sont extrêmement graves et qui finalement, la manière dont c'est traité, on a l'impression que c'est juste un moment de l'histoire et que ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas si grave que ça, alors que c'est extrêmement grave et que ça garde des traces jusqu'à aujourd'hui et qui sont importantes. Et c'est vrai qu'on voit qu'effectivement les discours politiques actuels insistent beaucoup sur les moments de conflit, les croisades,
durant 2 siècles, les moments de conflit, la colonisation, la guerre d'Algérie. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça fait partie de notre histoire. Oui. Donc nous, on ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on veut utiliser l'histoire pour que ce soit un moyen de taper sur l'autre et d'alimenter les haines, ou bien est-ce qu'on peut avoir du recul sur notre histoire, la regarder avec plus de hauteur et chercher dans notre histoire des points de convergence et des manières apaisées de vivre maintenant ensemble de manière saine. Et c'est ce que l'islam enseigne en montrant justement que le pardon est meilleur que la haine, en montrant que ton ennemi d'hier peut devenir ton ami, etc. Donc le fait en fait d'insister sur prendre l'histoire de manière à trouver des points de convergence, de manière à trouver des choses positives qui peuvent nous aider à avancer, c'est une bonne chose. Prendre l'histoire pour cristalliser les tensions, alimenter des tensions, pointer les erreurs, etc. En fait, c'est interminable parce que de toute façon, on est face à des gens qui n'ont pas envie de reconnaître leurs torts, etc. Et ça a un enjeu finalement sur la population parce que la population suit ses dirigeants. Alors que si la population fait l'effort de dire ce qui s'est passé, nous on n'est pas responsable de ça, mais aujourd'hui on veut vivre ensemble d'une manière saine, et bien on peut prendre dans notre histoire des moments qui sont positifs, des moments qui nous permettent de passer au-dessus de ces choses-là. Donc, pour toi, la transmission de l'histoire doit s'accompagner également d'un nouveau rapport éthique aux mémoires qui nous permettent de les dépasser et de converger sur peut-être un nouveau chapitre peut-être de l'histoire. En fait, l'intérêt de l'histoire, c'est que c'est des faits. On va dire aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a toujours une construction, donc comme on l'a vu, idéologique. Pour déconstruire tout ça, il n'y a rien de tel que de revenir à l'histoire. Parce que l'histoire, c'est des faits, on peut certes les interpréter, mais sinon l'histoire, c'est des faits. Et le fait de revenir à l'histoire, ça nous fait un patrimoine commun, ça nous fait une histoire commune, ça nous fait des événements communs sur lesquels on peut travailler pour l'avenir, pour apprendre à se connaître, à se comprendre, etc. Avec cette histoire qui nous allie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre la France, l'Algérie et les différents pays qui ont été colonisés, c'est pas quelque chose sur lequel on peut revenir. Mais la France, elle a choisi de mêler son destin au destin de ces gens-là. Et maintenant, il y a une grande présence musulmane qui est liée à ça, qui peut être un bien. D'ailleurs, Étienne Dinet, il en parlait dans son livre. Justement, je répondis sur ça. Dans la vie du prophète qu'il a écrit, donc suite à la commande du ministère des Armées, à la fin, il lui pose la question de l'avenir de l'islam. Et lorsqu'il parle de l'avenir de l'islam, il dit auparavant, donc les musulmans étaient de leur côté. Maintenant qu'ils ont été mêlés au destin de la France par cette guerre et qui vivent sur le territoire français, eh bien, les Français, une fois qu'ils se seront débarrassés de leurs préjugés, ils pourront voir qu'est-ce que réellement l'islam et en quoi l'islam va pouvoir apporter un changement à cette société qui a perdu ses valeurs, qui est tombée dans le matérialisme, etc. Donc, nous, on doit se focaliser sur ces événements-là parce que tout ce qui est, on va dire, l'instrumentalisation politique des événements, nous, on n'a pas un grand rôle dans ça. Maintenant, là où nous, on peut intervenir, c'est de montrer que ce qui s'est passé, c'est passé, mais nous, on veut trouver des points de convergence et des points positifs pour avancer et apporter des bonnes choses. Et ça va permettre aux personnes qui ne sont pas musulmanes de se rendre compte de l'histoire donc, de l'islam et des musulmans en France, de ce que l'islam a apporté tout au long donc, de l'histoire française, et de montrer que l'islam a encore un rôle à jouer et que les musulmans sont des citoyens comme les autres et ne sont pas l'autre qu'on a instrumentalisé en permanence, mais font partie de la France au même titre que les autres et ont leur rôle à jouer. Et donc, des deux côtés, il y a des possibilités de réflexion intéressantes si on met de côté donc, toutes ces instrumentalisations politiques de l'histoire. On voit que les faits historiques heureusement sont têtus, mais on voit aussi que les préjugés sont têtus. Aujourd'hui, l'islam est lié à la question de l'immigration, est lié aux questions de violence, est lié aux questions du terrorisme. Et on voit effectivement que ces trois dimensions, que ce soit la violence, le terrorisme ou alors l'immigration, ce sont des vraies sources d'inquiétude chez tous les Français, quelle que soit leur religion. Comment aujourd'hui, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place pour justement séparer l'islam des lunettes inquiètes liées à des sujets comme l'immigration, la violence, le terrorisme. Parce on voit aussi qu'il y a de l'effet aussi, pour le coup, chez un bon nombre de nos concitoyens musulmans qui, pour le coup, veulent également sortir à la fois de peut-être une logique victimaire, veulent également arrêter aussi de devoir se justifier en permanence. Et en même temps, on voit aussi que d'autres, une partie de la population, aimerait être rassurée, etc. Donc, on voit que l'islam est finalement est au milieu de tout ça. Et
Quel est ton regard? En fait, la difficulté quand on parle d'islam, c'est qu'on mêle à l'islam immigration, intégration, islam. En fait, c'est un mélange. Et étant donné que ce n'est pas un sujet qui est traité par les musulmans eux-mêmes, ou bien par des universitaires ou des scientifiques, mais c'est traité généralement par des politiques, ou bien par les médias, tout de suite ça prend une dimension, ça prend des proportions extrêmement importantes. Et de la même manière qu'on a vu que tout au long de l'histoire, il y a une instrumentalisation de l'islam pour des intérêts politiques, on voit que ça continue. Donc il n'y a pas forcément de solution miracle pour ça. Mais il faut que chaque musulman arrête d'être dans la victimisation. Et il faut que les personnes, nos concitoyens qui ne sont pas musulmans, arrêtent de voir les musulmans comme étant l'autre, mais que finalement chacun aille vers l'autre. Et par exemple, ce type d'événement que tu as mis en place, avec une exposition où les gens peuvent se rencontrer autour de la présence musulmane en France et donc de cette histoire commune, c'est ce type d'événements qui peuvent favoriser le dialogue, favoriser le vivre ensemble, au-delà d'un slogan. Parce qu'avant, on ne parlait pas de vivre ensemble, les gens ont toujours vécu ensemble. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble plus de manière à pouvoir taper sur une partie de la population. Et en fait, on a plein d'injonctions contradictoires qui font qu'à la fin, on ne sait plus trop comment faire. Mais il n'y a pas de solution miracle si ce n'est que chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre. Et ça, c'est pas aux musulmans ou aux personnes qui ne sont pas musulmanes de le faire, c'est à tout le monde de le faire en fait. C'est pas à l'un de le faire. Et comme on l'a vu qu'au fur et à mesure, dans l'histoire à chaque fois, il y a eu une diabolisation, il y a eu une fascination. Si chacun fait l'effort de couper la télé et d'aller regarder qui sont les musulmans réellement, ils vont se rendre compte que finalement le danger n'est pas tel qu'on le présente, et aux musulmans aussi de ne pas rester en retrait, parce que bien souvent le problème qu'on a, c'est que plus qu'on est pointé du doigt, on a tendance à se replier sur nous-mêmes, à rester entre nous, à se rassurer entre nous, et ce repli-là fait que ça crée un problème plus grand, alors que finalement il faut passer au-delà. On a dans notre histoire beaucoup de points de convergence, il faut plus axer sur les points de convergence que les points de divergence, et en discutant, en se connaissant, c'est là qu'on se rend compte que finalement on a beaucoup plus de points communs et on peut faire beaucoup plus de choses ensemble qu'il y a de réels problèmes, si ce n'est ceux qui sont mis en permanence dans les médias qui n'existent pas réellement. Ce sera le mot de la fin. Merci Thomas pour cet entretien. Merci à toi, Jamel. Donc Thomas Sibyl, libraire, éditeur et auteur de ce livre, La place de l'islam en France, entre fantasmes et réalité, aux éditions Héritage. Donc merci à toi. Merci Jamel. Merci à toi. Ta venue et voilà. À travers cette exposition, on continue. Toi, à travers l'édition, on continue ce travail. Et effectivement, je pense qu'on est assez d'accord sur l'idée et on va terminer sur une note extrêmement positive, sur l'idée qu'effectivement, d'investir la culture, l'art et le savoir, c'est un chemin important. Un chemin important, et que les polémiques qui nous maintiennent sur le court terme ne doivent pas empêcher d'investir la culture qui, pour le coup, elle est sur le moyen et le long terme. Exactement. Merci à toi. Merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt.